Déjà, je voulais remercier bien sûr Annick et Lionel pour leur gentille invitation. Alors le sujet finalement est pas si facile que ça, et finalement j'ai bien aimé les questions posées juste avant pour savoir effectivement si à partir du moment où on détectait, on savait exactement ce qu'on détectait, est-ce que c'était juste malade ou sain, ou si c'était une maladie donnée, en sachant que le contexte finalement de l'élevage de précision, il a été donné à partir de capteurs qui génèrent tout un tas de données. On va, grâce à des algorithmes, comparer des données observées à des données prédites. Alors après, on verra que la notion même de ces algorithmes, ça peut poser problème aussi. En tout cas, c'est très influent sur la mesure de l'efficacité. Et aujourd'hui, je pense que la problématique n'est pas forcément de savoir, elle est un peu de savoir quelle est l'efficacité des outils, mais c'est surtout de savoir quelle est l'action que doit prendre l'éleveur, la plupart du temps c'est l'éleveur, suite à une information qu'il va le recevoir généralement par SMS sur son téléphone ou sur une interface, sur un logiciel par exemple de robot. Donc la question, en tout cas on va dire l'état d'esprit dans lequel je me suis mis dans cette présentation, c'est bien celle maintenant de transformer la donnée en action. Moi éleveur qui reçoit une alerte, qu'est-ce que je dois faire de cette information-là? Et donc on voit bien que du coup la qualité des données, c'est quelque chose de complètement crucial dans l'affaire. En sachant que les enjeux qui sont liés à ça, ils sont de plusieurs ordres. Si jamais on a un outil qui, alors là je le mets sur les vaches, mais finalement ça pourrait être valable quels que soient les animaux. La seule différence finalement entre les animaux de production et puis les animaux de compagnie, c'est que si jamais il y a une absence d'alerte ou que ça génère trop d'alertes, ça ne le fera jamais que sur un animal si c'est votre chat. Par contre, ça peut le faire sur 80 vaches en même temps quand vous êtes dans un élevage de vaches laitières. C'est pas exactement la même charge mentale à gérer, quoi. Donc si jamais vous avez un outil qui génère sur des vaches laitières, par exemple, ou sur des animaux, trop d'alarmes alors qu'elles sont en bonne santé, finalement il y a deux situations. Au départ, l'éleveur pourrait continuer à faire confiance à l'outil. La plupart du temps, une alerte va être générée, une alerte santé. Il va regarder l'animal plus précisément, ne rien voir. Donc en fait, au début, il peut quand même faire confiance à l'alerte, se dire il y a peut-être quelque chose que je ne suis pas en mesure de regarder, je vais faire une espèce de traitement symptomatique. Généralement, un des réflexes, même si aujourd'hui c'est de moins en moins, c'est d'administrer des médicaments, au premier rang desquels des antibiotiques, parce qu'on a beaucoup de pathologies infectieuses. Et bien sûr, s'il y a de l'excès d'usage, comme c'était dit très justement précédemment, il y a des risques, bien sûr, d'augmenter la pression de sélection et de favoriser l'émergence de résistance. Après cette première partie, généralement, c'est plutôt l'histoire de Pierre et le loup. Une alerte, on regarde la vache, il n'y a rien. Une alerte, on regarde la vache, il n'y a rien. Après, il y a une alerte, on ne regarde plus la vache. Et en fait, on ne regarde même plus les alertes. Je pense que c'est un peu la même chose quand on installe tout un tas d'applications sur son téléphone. Ça n'arrête plus de vibrer. Au bout d'un temps, soit on désinstalle l'application, soit on décide de ne plus recevoir les notifications. Au risque, du coup, de louper, dans l'ensemble des mauvaises notifications, la bonne. Donc il y a bien toujours ce souci-là. Auquel cas là, le risque, c'est de ne pas traiter des animaux qui nécessiteraient, du coup, d'avoir une atteinte au bien-être animal. De la même manière, si jamais l'outil n'est pas en mesure de détecter des vaches malades, on aboutira à la même chose que dans le cas précédent. Donc on a bien des enjeux qui sont liés à la fois à de la santé et à du bien-être animal, et indirectement aussi à de la santé publique et aussi de la santé animale avec les phénomènes de résistance. Et alors là, j'irai complètement dans ce qui a été dit aussi auparavant. Il y a une étude récente qui a été menée aux Pays-Bas à destination des éleveurs pour savoir quelle était la fréquence, le pourcentage de données issues du robot qu'ils analysaient, qui n'est pas forcément suivi d'action, mais au moins qu'ils analysaient. Et en fait, on se rendait compte dans cette étude que plus de 95% des données qui étaient générées, qui étaient disponibles, en fait, elles ne faisaient même pas l'objet d'un traitement, ni même d'un quelconque intérêt. Donc finalement, on se dit, à quoi ça sert d'avoir toutes ces données si on ne les utilise pas, Et en fait, une des difficultés qu'on va avoir, en tout cas, je pense qu'avec Sébastien, c'est pareil, on nous sollicite souvent en nous disant, cet outil-là, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est plus facile quand c'est des médicaments, parce que quand c'est des médicaments, il y a un cadre, une autorisation de mise sur le marché. On demande aux fabricants de prouver l'efficacité, l'innocuité et même pour certains produits, l'impact sur l'environnement. Si jamais on avait un dispositif embarqué chez l'homme qui permette de mesurer l'activité et la température, par exemple, alors peut-être pour d'autres fonctions qu'on l'utiliserait chez les bovins, mais peu importe, ça répond à la définition d'un dispositif médical et c'est cadré réglementairement. Chez les bovins, en fait, du fait que c'est chez l'animal, on n'a absolument aucun cadre, donc je caricature à l'excès. On pourrait très bien implanter sur les animaux un dispositif qui ne mesure rien, que ça ne serait pas interdit ni cadré, quoi. Donc il y a une absence totale de cadre réglementaire, à l'exception faite, à ma connaissance, d'une seule exception, qui est celle de la capacité théorique d'un robot de traite pour détecter les mammites cliniques.
du fait de, normalement, l'impossibilité réglementaire de mettre à la consommation du lait qui est impropre issu de mamelles cliniques. Et donc là, il y a une norme, hein, donc, je vous ai mis la référence ici, qui dit que globalement, un système de traite robotisé devrait être en mesure de sensibilité de plus de 80%, donc de détecter plus de 8 vaches sur 10 atteintes de mamelles cliniques, et à l'inverse, d'avoir une spécificité excellente, donc en gros de ne pas générer d'alerte sur des animaux qui ne seraient pas atteints. Il se trouve qu'en pratique, quand on évalue en tout cas les publications qui font état des sensibilités et spécificités des robots, en tout cas pour les indicateurs aujourd'hui, on atteint rarement ce niveau de performance-là. Donc finalement, il y a besoin d'une évaluation standardisée, et c'est ce qui va finalement faire l'objet de ma présentation par la suite. Je vais essayer de vous dire, de mon point de vue, quelles pourraient être les différentes façons d'évaluer l'efficacité. Je pense que c'est comme si on vous demandait, est-ce que vous trouvez que vous êtes content de votre smartphone ou de n'importe quel outil connecté que vous avez acheté. Finalement, certains vont mettre en avant l'ergonomie, d'autres peut-être le prix, d'autres encore d'autres critères. Alors les critères qu'on pourrait mettre derrière l'efficacité en termes de santé animale, ça va être la fidélité de la mesure, qu'est-ce que ça permet de détecter, la notion de précocité qui a été notée juste avant, l'efficacité technico-économique aussi, bien évidemment, est-ce que c'est rentable économiquement de s'équiper, et puis l'efficacité perçue finalement, ou l'ergonomie, qu'est-ce que ça change aussi sur le confort de travail. Et puis un deuxième aspect, donc j'ai essayé de me mettre un peu dans le cadre d'un dossier d'AMM finalement, il y a l'efficacité, mais il y a aussi l'innocuité. On dit qu'on peut administrer des bolus aux animaux, par exemple, mais combien on peut en mettre sans danger pour l'animal? Est-ce que toutes les ondes qui sont émises par ces appareils-là sont sans danger pour l'homme ou pour l'éleveur, ou pour les deux? Alors donc déjà, en termes d'efficacité, la performance. Donc je pense qu'il y a certains outils pour lesquels c'est simple. Donc ce que je vous ai mis ici sur cette diapositive, c'est des schémas assez simples de corrélation qui vont permettre de corréler donc ici la température, par exemple mesurée par voie rectale, qui est la méthode de référence, par rapport à un dispositif, par exemple, qui va mesurer ici la température à l'aide d'un outil présent dans le rumen des animaux. On trace une droite de corrélation et finalement on se rend compte que par rapport à la mesure qu'on souhaiterait détecter, qui peut être invasive, difficile à faire, etc., eh bien finalement l'outil qu'on veut mettre sur le marché, déjà il mesure correctement ce qu'il doit. Donc pour la température c'est facile. Par exemple pour la rumination ou pour l'ingestion, c'est plus compliqué parce que savoir exactement ce qu'ingère une vache, si on n'est pas dans un dispositif de ferme expérimentale, c'est compliqué. Si on est sur des animaux au pâturage, vous voyez bien que pour calculer la quantité exacte que les animaux ont ingéré, c'est compliqué. Donc, alors après, on va dire, ce qui permet éventuellement de se dire que si ça ne mesure pas exactement, ce n'est pas si grave que ça, c'est que c'est souvent l'animal qui va produire sa propre référence. Donc finalement, peu importe, j'allais dire, la quantité qu'il mange, on saura que par rapport à la même période, au même moment, par exemple le jour d'avant, il mange beaucoup plus ou il mange beaucoup moins. Finalement, quelle que soit la fidélité. Mais une première question à se poser déjà, c'est lorsqu'on nous dit que ça mesure une variable A, B ou C, c'est de savoir en face de quoi elle a été confrontée, confirmée, pour savoir si ça mesure bien ce que ça doit mesurer. Un exemple tout bête, c'est que vous voyez peut-être sur la plage l'été des gens chercher des pièces sous le sable avec des détecteurs. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise sur les vaches pour savoir si elles ont des corps étrangers métalliques. Je veux dire, on ne peut pas lui demander. Et quand vous passez à l'aéroport, c'est pareil, vous sonnez. Quand vous sonnez, vous n'avez pas une réticulopéritonite par corps étranger. Vous n'avez pas avalé un clou. Vous avez, j'espère pour vous, plutôt oublié des pièces dans votre poche. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus lui demander de mesurer plus que ce que ça peut mesurer. Et puis après, je pense que c'est là qu'est le nœud du problème. On parlait avant de sensibilité et de spécificité. En fait, tous ces calculs-là, ils sont issus d'un tableau où en fait, on vient croiser les résultats produits par l'outil, donc ce que j'ai mis ici en ligne, donc une alerte. Donc l'outil génère une alerte ou au contraire n'en génère pas. Et en fait, on vient confronter ça dans un tableau de contingence 2 à 2 par rapport à l'état vrai. Alors au départ, en élevage de précision, en tout cas chez les bovins, les premiers outils qui ont été développés, c'est des détecteurs pour les vélages et les chaleurs. Et donc en fait, ce que j'ai entouré en vert, qui est la méthode de référence, c'est assez facile pour savoir si un outil prédit bien les vélages. L'outil nous dit qu'il y a un vélage, on regarde l'animal, il y a bien un veau qui sort, c'était bon, hein, a priori. D'accord ? Des fois, le renard l'a pris, mais bon, normalement, si vous êtes là, ça devrait être bon. Pour les chaleurs, c'est pareil. Il y a un pic d'activité, une baisse de rumination, on se dit c'est une chaleur. Est-ce que, alors là, il y a plusieurs façons de faire la méthode de référence. On peut dire à l'éleveur, à ce moment-là, l'avais-tu vu en chaleur? Mais on sait que l'éleveur, c'est pas la méthode de référence non plus, parce qu'en fonction de ça, du temps disponible, aussi de tout un tas de choses sur la vache, sa capacité à exprimer les chaleurs, c'est pas forcément la bonne méthode. Alors là, on a des méthodes de dosage sanguin, par exemple, pour doser certaines hormones. Donc, sur certains outils, c'est facile d'avoir une méthode de référence qui colle bien à l'alerte qui va être générée. Par contre, à partir du moment où on va plutôt sur de la santé, parce que
Beaucoup de détecteurs, par exemple, de chaleur et de vélage sont basés sur des modifications d'activité, notamment en hyper pour les chaleurs. Et en fait, les fabricants se sont dit à juste titre, là où une hyperactivité peut être assez évocatrice de chaleur, finalement, une sous-activité peut être signe de maladie. Donc, ça veut dire ça fait sens. Mais là où finalement, hyperactivité, aller vérifier qu'il y a une chaleur, méthodologiquement, est assez simple. Ça peut être coûteux, mais c'est assez simple. Par contre, savoir si en face d'une sous-activité, vous avez vraiment une maladie, c'est plus compliqué parce que là, quelle serait la méthode de référence? Est-ce que c'est un examen par l'éleveur? On disait tout à l'heure pour l'expérimentation sur les porcs, finalement, il y a une alerte. Finalement, le technicien va voir le porcelet ou l'éleveur va voir le porcelet, il ne voit rien. Est-ce que pour autant le porcelet n'a rien? On pourrait se dire, on va faire venir le vétérinaire, il est peut-être meilleur, mais il faut être humble. Parfois, on va arriver et l'animal, finalement, nous, en tout cas, avec ce qui nous est à disposition, on ne trouvera rien non plus. Est-ce que pour autant, l'alerte disait fausse? Par exemple, un collier qui enregistre la rumination, si nous, on va examiner la vache et que la vache, pour nous, n'a rien d'autre, finalement, est-ce que ce n'est pas une vache qui n'a rien d'autre qu'une baisse de la rumination, en sachant que cette mesure-là, la baisse de la rumination, nous, dans un examen clinique de 5 minutes, on n'a aucune façon de mesurer ça de façon précise. Donc parfois, finalement, on veut faire dire plus à l'alerte qu'elle ne fournit. Il faut peut-être parfois prendre ça juste comme un signe clinique supplémentaire. Et puis après, il y a une question aussi à se poser. Donc, si jamais quelqu'un nous donne des notions de sensibilité et de spécificité, c'est toujours facile de sortir un graphique ou une figure en disant, regardez, là, il y avait une modification, effectivement, l'animal avait ceci. C'est vrai, mais dans combien de cas on a bien eu une modification et l'animal finalement n'avait rien? Donc ça, c'est un taux de fausses alertes, donc de faux positifs. Et puis à l'inverse, parmi les vaches qui ne présentent pas de modification, combien étaient malades? Et puis au niveau de l'alerte, la question c'est est-ce que l'alerte doit être générée à partir d'un seuil qui serait le même pour tout le monde? On pourra se dire en hyperthermie par exemple, je veux qu'il y ait une alerte au-dessus de, je dis n'importe quoi, 41 degrés. Mais je crois que c'est Grégory qui disait ça ce matin sur les chiens. Finalement, quand on regarde des animaux monitorés en continu en température, on se rend compte que finalement tout le monde n'est pas égal devant l'hyperthermie ou en tout cas devant la température. Si je vous mets devant le nez une assiette de frites ou de pâtes, peu importe, vous n'allez pas tous la manger avec la même vitesse parce que vous avez votre façon de manger. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt est-ce que par rapport à d'habitude, vous mangez plus vite ou moins vite? Et donc finalement, la plupart des outils de monitoring aujourd'hui se basent sur l'animal lui-même pour produire une certaine référence. Mais là, ça pose la question aussi du temps d'acquisition pour générer cette moyenne. Une problématique chez les vaches laitières, c'est que beaucoup des maladies surviennent dans les jours suivant le vélage, dans la période post-vélage, et que parfois les animaux, on les équipe au moment du vélage. Donc le temps de l'acquisition des données, c'est le moment justement une grosse fenêtre de survenue de maladie. Donc, si théoriquement le tableau il est facile à faire, en pratique, le choix de la méthode de référence il est très très compliqué. Est-ce qu'il faudrait faire tout un tas d'examens sanguins? Je caricature, mais on ne va pas autopsier l'animal pour savoir si finalement il avait quelque chose, pour se dire c'était une fausse alerte, ça paraît évident à tout le monde. Et donc pour vous montrer aussi que c'est un trade-off, un compromis entre les deux, souvent quand on choisit de maximiser la sensibilité, donc la capacité à détecter tous les malades, généralement par rebond on dégrade la spécificité, donc on produit des faux positifs. Donc là juste à titre d'information, c'est une étude qu'on a menée, alors maintenant il y a un peu de temps, donc l'outil a probablement évolué depuis, mais c'est plus pour vous montrer le principe. En fait, c'était un collier qui enregistre rumination et activité. Et en fait, on s'est dit, ce qu'on va essayer de faire, donc c'est plutôt la première colonne, la colonne de gauche, on s'est dit pour qu'un éleveur puisse avoir confiance dans l'outil et continue à l'utiliser, on va caler la spécificité. Donc en fait, comme on disposait des données brutes, on a mis en place un algorithme pour ne pas générer plus d'un certain nombre de fausses alertes par jour. Donc là, en l'occurrence, on a calé l'outil pour qu'il ne génère pas plus, c'est nous qui l'avons géré comme ça, pour qu'il ne génère pas plus de 2 fausses alertes par jour pour 100 vaches. On s'est dit, ça restera gérable dans la tâche au quotidien de l'éleveur. En calant à ce niveau de spécificité, on détectait uniquement 20% des animaux malades, 20% des animaux qui avaient été détectés par l'éleveur. Donc on voit que, en tout cas dans le cadre de cette expérience-là, si on voulait ne pas générer trop de fausses alertes, on détectait qu'une vache malade sur 5. Et à l'inverse, pour détecter un plus grand nombre de vaches malades, donc là je vous ai mis un exemple d'un des résultats, donc 77, donc à peu près 80% des vaches malades, donc pour en détecter 4 sur 5, on aboutissait à quasiment une vingtaine de fausses alertes par jour, où là clairement, dans un troupeau de 100 vaches, pour un éleveur ça devient complètement ingérable. Donc on voit que finalement, privilégier l'un ou l'autre, ça se fait forcément au détriment de l'un ou de l'autre. Et puis, à partir du moment où on a une performance, en fait, il faut se demander dans quel contexte. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avec Sébastien, par rapport pour ces outils-là, on a non pas des avis contrastés, mais des expériences contrastées. Donc Sébastien, il a commencé à travailler, je pense, il y a à peu près presque 10 ans maintenant, sur l'intérêt de thermobolus ruminaux ou différents dispositifs pour mesurer la température, pour détecter précocement les troubles respiratoires chez les taurillons en engraissement. En fait, cet outil, chez les taurillons en engraissement, il est probablement très adapté dans la mesure où, suite au regroupement des bovins, c'est assez fréquent qu'il y ait des maladies respiratoires. Quand il y a des maladies respiratoires, c'est assez probable qu'il y en ait plusieurs en même temps.
dont différents individus, comme le dit Romain, à différents stades, certains plus ou moins avancés dans la maladie. Et lorsque les bovins déclenchent des troubles respiratoires, quasi systématiquement, c'est l'hyperthermie, c'est un signe très précoce. Donc on se met vraiment dans une situation où, lorsque l'alerte flash, ou en tout cas voilà, clignote, parce qu'il y a certains dispositifs qui clignotent et qui déterminent que l'animal est en hyperthermie, la probabilité que l'outil dise vrai et que ce soit vraiment des troubles respiratoires, et en plus qu'il y ait plusieurs animaux, est plutôt bonne. Donc dans ce cadre-là, ces outils, que ce soit des boucles auriculaires ou des thermobolus ruminaux, ils ont clairement un intérêt. Et pourquoi je dis qu'on a des expériences contrastées? Quand on l'utilise plutôt chez les vaches laitières, donc là c'est les résultats d'une étude, je pense que l'intérêt c'est de se focaliser surtout sur les deux cercles, les deux ellipses qu'il y a en bas à droite pour vous. Dans le cercle vert, c'est le nombre de troubles de santé détectés par les éleveurs. On était par le personnel dans des fermes expérimentales, donc presque au nombre de 90. Les alertes générées par le bolus, vous voyez qu'il y en avait quasiment 2, mais à l'intersection des deux, on en a seulement 23%. Alors qu'est-ce qui explique cette très grande différence entre finalement la potentialité de l'outil chez les jeunes bovins et chez les vaches laitières? Chez les vaches laitières, le problème c'est qu'à un jour donné, au maximum, il va peut-être y avoir dans un troupeau de 100 vaches une ou deux vaches malades, mais guère plus. Donc en termes de fréquence, on est très mauvais. Et la fréquence, finalement, ça impacte beaucoup ce tableau-là, parce que la fréquence de malades, ça va être l'addition des vrais positifs et des faux négatifs. Donc si à un moment donné, il y a très très peu d'animaux malades, la plus forte probabilité quand vous avez une alerte, c'est que ce soit un faux positif. Et puis, chez les vaches laitières, il y a beaucoup de maladies différentes, dont des maladies métaboliques qui n'entraînent pas de montée de température, qui n'entraînent pas de fièvre. Donc là où un outil peut être très adapté, par exemple, la détection des troubles respiratoires chez les jeunes bovins, il l'est beaucoup moins chez les vaches laitières. Donc, je veux dire par là qu'une efficacité, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est bien dans un contexte et dans un objectif donné. La précocité, par contre, est importante. Alors là, le graphique est superposé, je m'en excuse, mais en fait, ce que vous avez en abscisse, c'est le délai entre le moment où l'outil détectait par rapport à la détection éleveur. Donc la barre 0, c'est lorsque l'outil détectait le même jour que l'éleveur, et les barres qui se trouvent à gauche, du coup, dans l'histogramme, c'est le nombre de fois, là par exemple pour les mammites, qui étaient au nombre de 41 dans notre étude, sur les 41 mammites, combien étaient détectés avant l'éleveur, voire après l'éleveur? Dans les 2/3 des cas, on était détecté avant, et la plupart du temps, 1 à 2 jours avant. Donc on peut se dire qu'en termes de précocité, c'est très très bien. L'inconvénient pour transformer ça en action, c'est que si jamais ça flash, et que l'éleveur regarde la vache, à ce moment-là, elle n'a peut-être pas encore des signes évidents de mamite. Donc l'outil le détecte avant l'éleveur. Le problème, c'est que l'éleveur, au moment de l'alerte, n'a peut-être pas, en tout cas par une simple observation visuelle, de quoi détecter. Ce qui veut dire que là, il faut pouvoir lui conseiller quel examen complémentaire simple, par exemple, faire sur le lait ou combiner les informations. Et puis après, je vais passer plus vite sur les deux derniers aspects, mais qui sont néanmoins importants. Un premier, c'est les performances technico-économiques. Donc une question qu'on a souvent avec l'outil aujourd'hui qui est le plus utilisé en termes de connectivité chez les vaches, qui est détecteur de chaleur, c'est est-ce que c'est rentable économiquement? Alors là, en fait, je vais vous montrer les résultats d'une simulation qui ont été faites par des collègues dans notre unité, Nathalie Barré notamment, ça avait fait l'objet d'un mémoire avec des collègues de l'IDEL. En fait, on s'est placé dans le cas suivant, un élevage de 100 vaches laitières hautes productrices, donc plutôt un grand troupeau. Aujourd'hui, en moyenne, on est quand même sur des élevages en France, même si ça grandit de taille un peu inférieure, en vélage étalé. Pourquoi vélage étalé? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit en fait on groupe tous les vélages au même moment, mais ça oblige d'avoir ce qu'on appelle un taux d'équipement proche de 100%, c'est-à-dire que si vous voulez détecter les chaleurs et les vélages et que tout se fait en même temps, vous êtes obligé de mettre un dispositif par vache. Alors que si c'est étalé, une fois que vous avez détecté quelque chose sur une vache, vous lui enlevez le dispositif et vous le mettez sur un autre, donc ça ne vous oblige pas à équiper tout le troupeau. Donc là on s'est mis dans une situation où on n'a pas besoin d'équiper tout le monde. Et on s'est mis dans une situation où la sensibilité de l'éleveur, donc sa capacité à détecter les vaches en chaleur, n'était que de 40%, donc dans une situation qui est vraiment plutôt mauvaise, en se disant grâce à l'outil, il va passer à 80%. Donc on a pris une taille de troupeau qui existe en France mais qui n'est pas encore la moyenne, et un gain de sensibilité vraiment énorme. Et dans ces cas-là, on avait effectivement un gain qui était de l'ordre de 3 800 € en prenant en compte aussi l'amortissement de l'outil sur plusieurs années, une durée de vie de 5 ans de l'outil. Voilà, ce qui nous amenait avec le coût d'équipement sur un gain d'environ 1 800 € par an. Par contre, pour des troupeaux de 60 vaches et moins, il n'y avait pas de gain économique. D'accord ? Donc il se trouve qu'en priorité, ça devrait donc se destiner à des éleveurs avec un grand nombre de vaches et des faibles performances de détection de chaleur. En pratique, sur le terrain, c'est souvent ceux qui ont les meilleures performances qui s'équipent. Et donc on se dit c'est bizarre, mais c'est parce que en fait derrière ça, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand on demande aux éleveurs, souvent ils nous disent je pense que c'est pas très rentable, mais je ne reviendrai pas en arrière, parce que quand on leur demande pour vous
quel est l'impact positif? Et donc ça, quelque part, c'est aussi une efficacité, c'est-à-dire de juste de demander aux gens, vous en êtes content, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Donc ça, c'est les résultats d'une enquête qui ont été faites sur plusieurs centaines d'éleveurs pour leur demander quel était pour vous l'impact positif en termes de confort de travail. Et finalement, ce qui est le plus cité, dans plus de 70% des cas, c'est la sérénité à l'insémination artificielle. C'est-à-dire, l'éleveur se dit, j'appelle l'inséminateur, donc quelque part, c'est un coût, hein, parce qu'il paye pour, on va dire, pour jouer 3 fois, entre guillemets. Et donc le fait de l'appeler en étant sûr, ça le sécurise. Et donc en fait, ça diminue la charge mentale et ça diminue le stress. On voit bien sûr que la flexibilité des horaires, la gestion des absences aussi dans des GEC où il y a de plus en plus d'éleveurs, la transmission des informations, mais finalement ça simplifie parce que si tant est que les façons de faire des gens soient différentes, au moins cet outil sécurise. Mais on se rend compte, et ça c'est le dernier point qui me semble important à regarder, c'est ce que vous avez matérialisé par les petits bonhommes en bas. Ça c'est une enquête qui a été faite dans différentes zones, en plaine, en montagne, en France, en Écosse, auprès d'à peu près 50 éleveurs. Et en fait, on leur a demandé comment est-ce que vous utilisez cet outil-là. Donc il y avait ceux qu'on a classés à gauche dans la délégation totale, donc ils étaient que 8 sur 52. Donc en gros, sur les 50, combien finalement faisaient une confiance totale à l'outil et ne regardaient plus les vaches? Ils n'étaient que 8 sur 52. Donc souvent, quand on dit les éleveurs, ils s'équipent pour ne plus les regarder les animaux, en fait, c'est pas si vrai que ça. Des gens qui étaient en sécurité, donc on appelle ça ceinture et bretelle, donc à la fois je regarde les animaux et mon alerte, on voit que bon, ils étaient doux, c'est pas très différent, et que finalement la grande majorité est au milieu. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les éleveurs eux-mêmes, quand ils s'équipent, donc déjà c'est beaucoup pour du confort de travail, c'est certain, mais pour autant, ils n'en délaissent pas les animaux, ils le voient bien encore en grande majorité, en complément et pas en substitution. Donc finalement, cette efficacité perçue, elle est importante. Et puis après, quand on parle d'efficacité, je dirais que ça dépend à quelle échelle on se place. Souvent, les outils de l'élevage de précision, on se dit finalement, ça va permettre de réindividualiser l'apport de l'animal dans un grand groupe, c'est vrai. Mais je dirais qu'à l'inverse, par les données qu'ils ont générées, ça permet d'avoir aussi de la gestion collective. Alors soit par la production de données de type croissance, intensité de l'œstrus, de la chaleur, qui peuvent être utilisées par des organismes de sélection pour faire de la génomique, sélectionner des animaux plus résistants aux maladies, qui expriment mieux les chaleurs, mais on peut aussi détecter des émergences. Alors je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui ne sont pas du monde vétérinaire ou de l'élevage, en 2007-2008, en fait, on a été frappé en France par une épidémie qui est la fièvre catarrhale ovine, et dont on avait, entre guillemets, la chance de savoir qu'elle nous arrivait du nord et qu'elle allait nous tomber sur le nez. Donc, c'est-à-dire qu'on était dans une situation dont on savait qu'elle allait être défavorable au niveau sanitaire, mais en termes d'émergence, était plutôt favorable, parce que les collègues du nord nous disaient à quoi ça allait ressembler, et on savait quelque part les tests qu'il fallait faire. Donc, en fait, nous, ce qu'on a regardé a posteriori, c'est est-ce qu'il y aurait eu moyen de détecter qu'il se passait quelque chose à ce stade-là, encore sans savoir quoi, en suivant des données qui, par exemple, pourraient être générées par de tels outils. Il se trouve qu'en discutant avec les collègues en Hollande, ils nous disaient, à ce moment-là, avant qu'on détecte cette maladie, on se rendait compte de choses un peu anormales dans nos bases de données, par exemple, une fréquence anormalement élevée d'examens complémentaires négatifs, par exemple, sur des avortements ou des gestations raccourcies. Ils disaient, on trouvait moins de pathogènes que d'habitude parce qu'ils ne cherchaient pas celui-là. Et finalement, on se dit, a posteriori, si on avait pu appliquer un algorithme sur des données produites en continu, peut-être qu'on peut dire, il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc la première déclaration qu'on a eue de FCO en 2008 a été semaine 28. Et en fait, là, chaque point rouge qui va apparaître, ce sont des élevages pour lesquels on avait notoirement une augmentation de la proportion de gestation avec une durée raccourcie, parce qu'on sait que cette infection virale chez les bovins, elle a tendance à faire des vélages prématurés et des gestations plus courtes. Et donc en fait, vous voyez que 3 semaines après la première détection clinique, qui encore une fois était favorisée par le fait que ça arrivait du nord, on savait que ça allait nous arriver dessus, vous voyez, il n'y en a que 3 qui flashent. Et puis on avait mis un seuil à partir duquel on disait, là, dans ce canton, il faut s'inquiéter. 4 semaines, 5 semaines, donc vous voyez qu'on commence à avoir un peu plus d'élevage. 6 semaines, 7 semaines, à 8 semaines, en fait, on a un premier canton qui commence à se déclencher avec l'algorithme qu'on avait mis. Et puis, bien sûr, si on continue, on en avait bien sûr de plus en plus. Donc, ça a bien suivi ce front du nord au sud. Et donc, finalement, notre algorithme aurait permis, en l'absence de suspicion clinique, de se dire il se passe quelque chose d'anormal 8 semaines après les premiers cas cliniques. Alors, ce n'est pas aussi précoce qu'on voudrait le souhaiter, mais finalement, pour quelque chose qui diffuse, vous voyez que le retard n'aurait pas été si grand. Le souci, bien sûr, de ça, c'est de pouvoir collecter les données et ces données-là, et pas d'autres, en l'occurrence c'est celle-là qui nous intéressait, à une échelle standardisée et, à défaut d'être nationale, au moins régionalisée. C'est un peu ce qui est utilisé finalement par Google avec les flux train pour détecter la grippe en fonction des recherches que les gens font sur Internet. Finalement, c'est pas si différent. Et puis la dernière chose, et je finirai par ça, c'est aussi la sécurité et l'innocuité, parce que c'est ce que j'ai appelé l'accumulation in vaca. Souvent, quand on discute avec les gens qui commercialisent des bolus, ils disent pas plus de 2. Alors, bon, je me dis, alors, pour le café, c'est une cuillère, pour les bolus, c'est 2 bolus, pourquoi? Et en fait, ils disent,
On ne sait pas trop, mais de toute façon, vu la durée de vie du device, de l'outil, et de la durée de vie des animaux, finalement, on n'aura jamais l'occasion d'en mettre plus que 2, c'est vrai. Sauf que les animaux, déjà, on espère les faire vivre un peu plus longtemps, première chose. Deuxième chose, les animaux, des fois, ils ont pris aussi un bolus antiparasitaire, ils ont des aimants pour coller les corps étrangers. Donc au final, là-dedans, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Donc on ne sait pas trop. Et puis il y a un autre problème pour certains dispositifs, c'est celui de la récupération à l'abattoir. Donc quelque part, on pourrait mettre ça un peu dans l'impact environnemental qu'on fait subir aux médicaments, de se dire comment est-ce qu'on récupère ces outils-là? D'une part, pour aller les réimplanter dans l'élevage pour éviter d'en racheter à chaque fois, puis pour éviter de se retrouver avec une puce dans le steak, par exemple. L'avantage, c'est qu'éventuellement, on pourrait savoir de quelle vache ça vient en scannant, mais ce n'est pas vraiment ce qui est souhaité. Et donc, en innocuité, finalement, il n'y a pas beaucoup d'études. Donc, une étude assez récente qu'on a trouvée, donc on en a discuté en staff avec une de nos résidentes qui nous a fait cette présentation-là. C'est un dispositif qui s'appelle le IVET Burst Monitoring. C'est un dispositif que vous mettez dans le vagin de l'animal et qui, en fait, en fonction des contractions et notamment de l'arrivée du veau, expulse et, en fait, déclenche une alerte. Et l'objectif de cette étude-là, qui a été menée par des collègues autrichiens, n'était non pas de démontrer la sécurité de l'outil, mais plutôt son efficacité. Ils se disaient, si ça permet de mieux détecter les vélages alors qu'il n'est pas complètement fini, puisque là c'est le début d'expulsion du veau, ça va permettre de diminuer la mortalité des veaux en évitant trop de dystocie, donc trop de vélages difficiles. En fait, ils n'ont pas vu de différence entre le groupe de vaches équipées et non équipées. Par contre, ce qu'ils ont observé, c'est une fréquence augmentée et statistiquement plus élevé dans le groupe des animaux équipés par rapport aux animaux non équipés, parce que l'insertion du dispositif a entraîné sur un grand nombre d'individus une constriction de la vulve à l'origine de dystocies plus grandes. Donc finalement, en espérant de l'outil une meilleure détection, finalement, parfois, il peut y avoir des effets, entre guillemets, un peu néfastes. Donc finalement, quand on parle d'efficacité, à mon avis, il ne faut pas occulter non plus l'innocuité, et souvent, je vous le disais, en absence de cadre réglementaire, c'est des informations qu'on n'a pas. Donc au final, on n'a pas de cadre réglementaire, donc il y a probablement un intérêt d'ailleurs à essayer de se mettre tous autour de la table pour aller vers un cadre et une méthodologie standardisée d'évaluation. Par exemple, pour la détection des mammites, il y a un consensus qui a été fait il y a quelques années, notamment sous la houlette de collègues hollandais, pour notamment la façon de choisir les animaux qui ne sont pas en alerte, de choisir aussi une bonne fenêtre de temps, parce que quand on veut savoir si des données produites génèrent ou pas une alerte, quand on sait que c'est des données qui sont synthétisées, additionnées sur plus de 12 heures, quelle est la fenêtre de 12 heures qu'on prend? Celle de 2 jours avant, 1 jour avant, du jour de l'alerte, après? Donc la question du choix de la fenêtre n'est pas si simple que ça, donc il y aurait probablement besoin d'aller vers un cadre et une méthodologie standardisée. Des difficultés méthodologiques pour les outils santé. Je pense qu'aujourd'hui, les outils qui sont monitoring de la reproduction, ils sont quand même globalement très très performants, notamment parce que leur évaluation elle est permise par des méthodes de référence qui sont simples. Savoir si un animal est malade ou pas, c'est pas si simple que ça, notamment si on veut que l'outil nous détecte quelque chose précocement. Et du coup, là, c'est bien la question de comment on transforme ça pour l'action pour l'éleveur. Doit-il regarder des choses spécifiquement? Et là, probablement qu'il y aurait besoin d'avoir des outils au chevet de l'animal qui permettent la détection précoce de déviations et de marqueurs biologiques. Et donc les performances, de mon point de vue, ça doit toujours être, je dirais, une équation à plusieurs variables qui prend à la fois en compte la façon dont c'est mesuré, est-ce que la mesure est fiable, sensibilité, spécificité bien évidemment quand on en dispose, dans quel contexte est-ce qu'on veut l'utiliser, l'exemple vache laitière ou taurillon de tout à l'heure, le coût évidemment, mais l'ergonomie aussi, le côté nouveauté, faut bien voir que les éleveurs, ils sont comme tout le monde, je veux dire, ils aiment bien tout ce qui est nouveau, et puis l'innocuité, donc finalement, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est sans doute pas si facile que ça de répondre à ce qu'est l'efficacité de ces outils de monitoring. Donc je vous remercie de votre attention, et puis je répondrai à vos questions avec plaisir.